Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review des 4 premiers épisodes de la saison 3 d'American Horror Stories. Les épisodes sont sortis en octobre aux États-Unis, ils sont sortis assez récemment en France sur Disney+. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire une vidéo par épisode comme j'avais pu le faire auparavant. Je vais faire un chapitrage dans la vidéo, comme ça vous pourrez facilement naviguer d'un épisode à l'autre. Globalement, je trouve que c'est un bon démarrage de saison. Je suis assez satisfaite de l'ensemble de ces 4 épisodes, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la conclusion. Le premier épisode s'intitule Bestie ou BFF en ligne pour la version française. On y suit Shelby, une jeune fille qui vit seule avec son père suite au décès de sa mère. Elle arrive dans un nouveau lycée dans lequel elle a beaucoup de mal à se faire des amis. Elle est fan d'une drag queen et sur sa chaîne YouTube, sur le chat en ligne, elle va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune fille qu'elle va surnommer Bestie, qui va la pousser peu à peu à commettre des actes de plus en plus dangereux pour sortir soi-disant de sa zone de confort et surtout au nom de leur amitié. J'ai beaucoup apprécié ce premier épisode de saison 3, j'ai bien aimé la vibe de l'épisode. Alors je trouve qu'il y a un petit côté Black Mirror pour l'aspect on ne peut pas se fier aux nouvelles technologies, mais on reste tout de même dans un esprit American Horror Story. On découvre cette jeune fille qui est dans une situation un petit peu délicate, qui vient de vivre un drame, qui est très sensible et qui va se faire enfin une amie avec laquelle elle va très vite avoir un fort attachement. Elles vont rapidement se comprendre et Bestie va pousser Shelby à vraiment sortir de sa zone de confort. Au début, elle va lui proposer de devenir en fait une sorte d'avatar pour elle, puisque Bestie a de lourdes malformations physiques qui font qu'elle ne peut pas sortir de chez elle et elle vit sa vie d'adolescente à travers Shelby. Mais les paris, les défis qu'elle lui propose vont devenir de plus en plus dangereux, de plus en plus autodestructeurs pour Shelby et également pour son entourage. Je pense notamment à toute la scène du déguisement d'Halloween où Shelby arrive au lycée déguisée en bébé mort-né de son prof de musique. C'est une scène qui est vraiment hyper impactante, que j'ai trouvé vraiment très réussie, qui m'a beaucoup plu. L'épisode exploite le thème des rencontres en ligne, du fait qu'on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse à travers un écran. Ça nous parle également de tout ce qui est relations toxiques, que ce soit au niveau de l'amitié ou encore de l'amour. Et puis voilà, ça va nous parler surtout de la dangerosité qu'il y a pour certains jeunes à se retrouver en ligne face à des inconnus. Surtout, voilà, c'est une période un petit peu charnière, l'adolescence, où on peut être facilement influençable par rapport à son entourage. Et c'est exactement ce qui va arriver au personnage de Shelby. Et face à cette jeune fille qui est à un moment de sa vie où elle est sensible, où elle est fragile, on va avoir ce personnage de Bestie qui pourrait être qualifié presque de pervers narcissique, puisqu'elle fait énormément de chantage affectif à Shelby. C'est-à-dire qu'au début, elle paraît très sympathique, cette jeune fille. Mais rapidement, elle va lui proposer de faire des choses de plus en plus dangereuses et quand Shelby commence à émettre des doutes, eh bien Bestie va vraiment faire du chantage affectif parce qu'elle lui dit clairement que si elle ne fait pas ça, c'est parce qu'au fond, c'est pas véritablement son amie, c'est parce qu'elle ne l'aime pas. Elle va tout faire pour l'inciter vraiment au pire. Et je trouve que la relation tissée entre les jeunes filles est vraiment hyper bien traitée pour ce genre de thématique-là. J'ai trouvé que c'est un épisode vraiment intéressant, que ce soit au niveau de la thématique, même si au début j'avais un petit peu peur de me retrouver devant une histoire d'ado assez basique. Et j'avais un peu peur de m'ennuyer, surtout qu'à l'époque, quand l'épisode avait été tourné, qu'il y avait eu les photos de tournage qui avaient été diffusées sur Internet, sur Twitter, etc., qu'on avait vu que ça se tournait dans un lycée, vraiment je me suis dit, voilà, je vais me retrouver devant une histoire d'adolescent qui va me passer complètement au-dessus de la tête. Et au final, j'étais vraiment hyper investie dans cet épisode, énormément attachée au personnage de Shelby, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment le point fort de cet épisode, c'est l'écriture des personnages qui, en très peu de temps, sont très bien développés. Et j'ai également beaucoup apprécié le personnage de Bestie parce que c'est un personnage qui est très mystérieux, qui est très intriguant. On ne sait pas beaucoup de choses d'elle, mis à part ce qu'elle raconte. Et encore, est-ce qu'on peut se fier véritablement à ce qu'elle raconte à Shelby? C'est une jeune fille qui a vraiment de grosses malformations physiques, alors qui raconte que c'est parce que sa mère se droguait quand elle était enceinte. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas à quoi c'est dû. Et même à côté de ça, finalement, Bestie, on ne sait pas exactement quel âge elle a. C'est dur de lui donner un âge précis.
On ne sait pas quelles sont ses véritables intentions derrière tout ça, ni pourquoi elle joue à ce jeu. On se rend compte en plus que Shelby n'est pas la seule jeune fille qu'elle manipule, puisque River, celui qui va devenir le petit copain de Shelby, est lui aussi manipulé par Bestie, et elle va même le pousser à aller jusqu'au meurtre. Donc voilà, au niveau des personnages, je trouve que l'écriture est vraiment très réussie. Au niveau du casting, pour moi c'est un sans faute. Tout le monde est vraiment très convaincant. Il n'y a que 2 têtes connues dans cet épisode, à savoir Seth Gable qu'on avait déjà vu dans la saison 2 de Stories dans l'épisode Milkmaids et également dans la saison 5 de Story Hotel puisqu'il incarnait Jeffrey Dahmer dans l'épisode Devil's Night. Et puis à ses côtés, on retrouve Jeff Healer qui jouait le tueur en série de la saison 11 New York City. Et pour ce qui est du générique, je l'ai trouvé vraiment très réussi dès le début. Il nous met bien dans l'ambiance de l'épisode, de la thématique, avec toutes ces images voilà, d'ordinateur, le petit côté internet. Et je me dis que cet épisode donne peut-être quelques indices sur l'origine de Bestie. Parce qu'il y a pas mal d'images qui évoquent l'activité radioactive. Alors, 2 choses. Soit c'est pour nous donner des indices sur les origines des malformations de ce personnage, ou alors c'est juste pour la métaphore de la relation toxique entre les personnages. Voilà, j'hésite encore un petit peu sur l'interprétation de ces images. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le deuxième épisode, Daphné joue un petit peu la carte de Black Mirror avec une histoire d'intelligence artificielle. C'est un épisode qui se situe dans un futur proche, c'est un épisode d'anticipation. On est en 2028, post-Covid. Il y a un nouveau virus qui atteint les gens qui semblent assez énervés comme virus parce que les symptômes semblent être assez violents. Et dans cet univers-là, on va découvrir le personnage de Will, qui est un collectionneur d'art et qui est donc confiné chez lui. Il va recevoir de la part d'un ami une sorte d'intelligence artificielle, un cube en verre, qui va être une assistante de vie, qui est donc Daphné. Et au départ, cette intelligence artificielle, elle est plutôt sympathique, elle va aider Will dans son quotidien, elle va un peu lui redonner le sourire, parce que voilà, il est confiné chez lui comme on l'a connu à l'époque, mais voilà, il est vraiment tout seul, complètement isolé. Et en plus, il le vit très mal parce qu'il a très mal vécu la période Covid. Donc cette deuxième vague de confinement l'atteint énormément. Mais Daphné, c'est pas une intelligence artificielle comme les autres. Elle a énormément de personnalité, elle a beaucoup de libre arbitre et elle n'a pas beaucoup d'éthique. Ce qui fait qu'au début, elle va aider Will de façon pas très légale. Et puis, elle va de plus en plus s'attacher à lui jusqu'à développer des comportements violents pour justifier sa jalousie. Comme je le disais, voilà, c'est un épisode qui fait énormément penser à Black Mirror par rapport au côté anticipation, par rapport au côté monde réel dans lequel on ajoute quelques éléments un peu upgradés et surtout très corrompu. Mais on peut également penser au film Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson où on avait une histoire d'amour entre un humain et une intelligence artificielle. Mais ici, forcément, on est dans l'univers American Horror, donc tout ne va pas être rose, surtout pour Will, parce que cette IA ne se comporte pas comme elle le devrait. Will va rapidement s'en rendre compte. Alors au début, il s'en satisfait pas mal, parce que par exemple, quand elle crée le faux profil pour faire une vente aux enchères à son profit, là, ça l'arrange bien. Mais par contre, quand elle commence à devenir de plus en plus intrusive et de plus en plus jalouse, c'est là où il va se rendre compte qu'il a peut-être dépassé un petit peu les limites avec Daphné. D'autant plus qu'il y a une nouvelle technologie qui va leur permettre de matérialiser Daphné pour qu'elle puisse interagir directement avec Will et notamment avoir une sorte de rapport sexuel avec lui, donc vraiment amplifier la relation amoureuse jusqu'au point où Daphné est prête à tout et même à tuer pour Will. J'ai bien aimé vraiment tout cet aspect-là, je trouve que c'est vraiment intéressant, voilà, l'intelligence artificielle qui commence à avoir sa propre personnalité, sa propre façon d'agir et elle prend des décisions par elle-même. Voilà, c'est ce que j'aime bien également dans Black Mirror, le côté où un élément de notre quotidien, de notre monde réel est
complètement dégradé, complètement corrompu et finit par se retourner contre son utilisateur. C'est une thématique que personnellement j'aime beaucoup et que j'ai aimé retrouver dans cet épisode-là. Et en plus de ça, voilà, j'ai beaucoup apprécié la fin de l'épisode où en fait on se rend compte que tout n'était que le fruit de l'imagination de Will, même si certaines personnes, certains spectateurs pensent que non, c'est Daphné qui l'a piégé de A à Z. Alors, moi je suis partisane de la théorie Will a imaginé complètement toutes ces histoires et c'est lui qui a truqué les enchères, qui a tué sa fiancée, qui a tué tout le monde dans la galerie d'art et à la fin, il est tellement persuadé d'avoir raison, il est tellement persuadé que c'est Daphné qui a tout fait. Il la voit se rallumer une dernière fois dans le poste de police pour se donner raison à lui-même. Mais je comprends aussi tout à fait l'autre théorie parce que on s'imagine très bien que finalement Daphné a peut-être pu truquer les images de vidéosurveillance et incruster Will sur ces images. En plus avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui comme le deepfake, ce genre de choses-là. C'est complètement possible. Et puis, du coup, cette petite lumière qu'elle allume à la fin, ça serait une sorte de petit clin d'œil pour dire à Will, je t'ai bien eu. Donc moi, j'aime bien ce genre de fin où on a deux théories qui sont probables et chacun est libre de se faire son propre avis dessus. Côté casting, encore une fois, on ne retrouve pas beaucoup de gens d'American Horror Story. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a aucun acteur d'American Horror Story qui est présent au casting. Dans le rôle principal, on a Reed Scott, que personnellement je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé assez convaincant dans le rôle de Will. Et au début, j'étais assez surprise, mais on a donc Gwyneth Paltrow qui incarne Daphné, qui est la voix de Daphné. J'étais vraiment très très surprise quand elle a été annoncée au casting de la retrouver dans cet univers-là. Mais au final, j'ai découvert que c'était la femme d'un des créateurs d'American Horror Story, c'est la femme de Brad Falchuk. Donc ceci explique cela, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de savoir qui était le mari de Gwyneth Paltrow. Mais voilà, tout s'explique, mais en tout cas assez surprenant de retrouver une actrice comme ça au casting d'un spin-off de série télévisée. Pour ce qui est du générique, alors je ne l'ai pas beaucoup apprécié, je trouve qu'il n'est pas spécialement marquant, même s'il correspond vraiment hyper bien au thème de l'intelligence artificielle qui devient une véritable personne et tout. Je l'ai trouvé hyper conventionnel par rapport à la thématique de l'épisode. Pour ce qui est du troisième épisode, sûrement le plus crade de la saison, voire même de la série tout entière, c'est Tapeworm ou encore Vers solitaire pour la version française. Ici, on va être plongé dans l'univers de la mode et des mannequins. On va donc y suivre le personnage de Viviane, une magnifique jeune femme qui s'installe à New York pour devenir mannequin. Elle rêve plus que tout de faire la couverture de Vogue et elle est vraiment prête à tout pour y arriver. Sauf qu'au premier casting qu'elle passe, on lui dit qu'elle est beaucoup trop grosse, donc elle est recalée alors qu'elle fait un 36. Et elle va alors faire la rencontre d'un médecin assez peu scrupuleux qui au départ va lui prescrire un antidiabétique pour l'aider à mincir. Mais au bout de quelques temps, ce médicament commence à avoir des effets secondaires indésirables sur Viviane, elle a des problèmes cardiaques. Donc le médecin lui dit que malheureusement il ne peut plus lui en donner. Au grand désespoir de Viviane qui veut continuer à mincir pour pouvoir gravir les échelons. Et il va alors lui proposer un remède miracle et ancestral, un œuf de ténia qui va grandir en elle, qui va la faire mincir. Mais par contre, il lui dit de faire attention parce que ce ver solitaire agit sur le corps, mais il agit également sur l'esprit. Viviane atteint son but parce qu'elle mincit à vue d'œil, mais au fur et à mesure qu'elle perd du poids, elle perd un petit peu la raison, elle devient de plus en plus agressive envers son entourage. Et bien elle va décider de se faire une raison et elle va donc décider de faire sortir coûte que coûte ce ver de son corps. C'est vraiment un épisode dégueulasse, n'ayons pas peur des mots, c'est clairement le terme qui convient à cet épisode-là. C'est peut-être le plus crade de la saison, voire même de la série tout entière. En tout cas, personnellement, j'étais vraiment pas bien en le regardant parce que déjà tout ce qui est scène de bouffe avec des personnages qui mangent salement, c'est quelque chose qui me répugne profondément. Toutes les scènes où elle ingurgite plein de nourriture, elle en a plein sur la bouche, elle en a plein sur les mains, on voit que c'est tout gras et tout, ça me dégoûte vraiment. Mais alors les scènes de fin avec le ténia qui sort de son corps, qui l'attaque, qui re-rentre dans la bouche de sa copine,
clairement, c'était le summum. Ici, voilà, je trouve que la thématique est assez bien choisie pour un épisode d'American Horror Stories. On va toucher au body horror, c'est quelque chose qu'on ne fait pas spécialement souvent dans Stories. Il y avait l'épisode Milkmaid dans la saison 2 qui était un petit peu du même acabit. C'est un thème qui est sympa, même si voilà, c'est pas non plus hyper recherché. La métaphore du ver solitaire est pas très subtile, hein. On comprend assez rapidement que ce ver solitaire représente un petit peu la soif de gloire qui ronge le personnage de Viviane. Voilà, elle est vraiment prête à tout pour réussir, elle a vraiment la dalle comme on dit, et c'est aussi un petit peu l'incarnation de la jalousie qu'elle porte à l'intérieur d'elle et qui va vraiment tout détruire sur son passage, quitte à même détruire ce qu'elle a construit avec son amie Heather, alors que dès le début elles se promettent de rester amies coûte que coûte, etc. On se doute très bien que cette amitié va pas durer longtemps. Donc voilà, toute la métaphore est pas très subtile, mais ça marche quand même. Voilà, pour un petit épisode d'American Horror Stories, ça fonctionne. C'est aussi, bien entendu, une critique de notre société actuelle dans laquelle on nous pousse à être toujours de plus en plus parfaits, où on nous montre des corps toujours plus minces, toujours plus parfaits, des photos de mode qui sont à 99% retouchées, mais qui veulent nous faire croire que c'est ce à quoi on devrait ressembler, l'influence que ces images peuvent avoir pour certaines personnes. Ça nous parle de tout ça, parce que voilà, Viviane, clairement, elle veut atteindre des idéaux qui sont inatteignables. Elle arrive, elle est immense, quoi, elle a l'air immense en tout cas. On nous dit qu'elle fait du 36 et la première chose qu'on lui dit c'est « Oh mon Dieu, tu es vraiment beaucoup trop grosse », alors que non, elle est parfaite et c'est pas possible d'être plus maigre que ça. C'est pas bon, ni c'est beau, ni c'est bon. Et voilà, j'ai bien aimé qu'on aborde cette thématique-là. Et en plus de ça, ça aborde une autre thématique sous-jacente, c'est celle de l'utilisation détournée de certains médicaments. Et en fait, en écrivant cette vidéo, j'ai fait des recherches dessus et j'ai découvert qu'effectivement, les gens prenaient vraiment des antidiabétiques pour perdre du poids. Voilà, moi, je débarque, hein, j'étais pas du tout au courant de ça. Notamment un médicament qui s'appelle l'Ozempic et qui ressemble vraiment en tout point au médicament que le médecin donne à Viviane au début de l'épisode. Et donc, en faisant un petit peu des recherches dessus, je me suis même rendu compte que c'était hyper démocratisé. Par exemple, sur TikTok, il y a des gens qui prennent ce médicament juste dans le but de mincir et qui vont documenter un petit peu tout leur parcours, leur perte de poids pour montrer que voilà, c'est super de prendre un antidiabétique pour perdre du poids facilement. Et en fait, je trouve ça vraiment aberrant. Alors, c'est peut-être parce que voilà, moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement de pourrir son corps pour paraître plus mince, etc. Mais je me dis, est-ce que les gens ne se rendent pas compte de tous les effets secondaires qu'il y a à utiliser un médicament pour une maladie qu'on n'a pas, parce qu'il y a vraiment des effets secondaires qui sont assez terribles, hein, qui peuvent être vraiment hyper graves. En plus de ça, ça crée des pénuries pour les gens qui en ont véritablement besoin et qui malheureusement arrivent à la pharmacie, ils n'en ont plus. C'est un autre débat. Mais voilà, l'utilisation comme ça de médicaments pour perdre du poids, alors c'est pas nouveau, hein, bien entendu, mais là en plus avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun et apparemment il y a plein de médecins qui prescrivent des médicaments pour perdre du poids avec des usages détournés. Et je me dis quand même l'humain a un côté vraiment détraqué. Parce que je me dis, les gens sont prêts à se pourrir la santé, à prendre des risques de dingue, peut-être même à mourir, hein, j'en ai aucune idée. Tout ça pour être mince. Donc la conclusion, c'est que les gens préfèrent mourir mais être mince que d'être en bonne santé et être normal, entre guillemets. Et voilà, je trouve que cet épisode nous parle vraiment bien de tout ça, des dérives qu'il peut y avoir. Alors là voilà, on le fait de façon extrême, mais on se dit effectivement, si les gens sont prêts à prendre des antidiabétiques pour mincir, est-ce qu'ils ne seraient pas prêts à prendre des œufs de ténia pour être vraiment hyper mince? Au niveau du casting, je trouve le choix des actrices vraiment très réussi. Je les ai toutes trouvées très convaincantes. J'ai adoré l'actrice principale, Laura Kariuki, qui incarne donc Viviane. Je ne l'avais jamais vue auparavant, en tout cas, elle ne me dit rien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont elle incarne bien l'évolution de son personnage. Au début, elle est très douce, elle est très gentille, elle est très solaire. Et puis vraiment, de scène en scène,
elle s'éteint de plus en plus, c'est vraiment l'ombre d'elle-même, je trouve que c'est très réussi et d'ailleurs les maquillages aussi sont très très convaincants. Par contre, petit point marrant, c'est qu'il y a 2 actrices de cet épisode qui ont des rôles secondaires qui jouaient donc dans les 2 premiers épisodes de cette saison 3. Il y a Jessica Barden qui jouait donc le rôle de Bestie dans l'épisode 1 et il y a Annie Hamilton qui jouait Sarah, la copine de Will, dans l'épisode 2, qui joue vraiment des tout petits rôles dans cet épisode-là qui sont avec la directrice de casting. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant de recycler entre guillemets les acteurs d'une même saison. Et pour ce qui est du générique, je le trouve répugnant en tout point, donc il est vraiment réussi et il correspond bien à l'épisode. On va entremêler des images de mode, de nourriture, de pourriture, de verre. Vraiment, il correspond hyper bien à la thématique de l'épisode parce qu'il a un côté très esthétique, très beau, mais en même temps vraiment répugnant. Donc voilà, je trouve que c'est un générique qui est vraiment très très réussi. Et pour finir, le 4e épisode de la saison, peut-être celui que j'ai le moins apprécié, c'est Organe ou Organe solitaire pour la version française. Je ne m'explique pas ce titre, hein. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas juste laissé le mot organe, pourquoi ils ont rajouté solitaire derrière, ça n'a aucun sens. Bref, on y suit le personnage de Toby qui est dès le début présenté comme un personnage hyper désagréable, hyper détestable et pour moi c'est ce qui pêche vraiment dans cet épisode, mais je vais y revenir. C'est un homme qui est obsédé par les rencontres en ligne, qui passe son temps à rencontrer des femmes, à avoir des coups d'un soir. Il passe son temps à scroller les profils sur les applications de rencontres, même quand sa directrice est en pleine réunion avec lui, elle est en train de lui parler de sujets super importants et lui, il en a rien à cirer, il est juste en train de regarder celle qu'il va pouvoir ramener chez lui ce soir. Et un soir, il va faire la rencontre de la très belle Natessa qui, au lieu de lui faire passer une nuit de folie, va lui voler un rein et puis lui implanter un organe inconnu. Toby va donc tout faire pour essayer de découvrir quel organe il a à l'intérieur de lui et puis qui lui a fait ça et dans quel but. Et il va découvrir qu'il est vraiment au cœur d'une conspiration puisqu'il va découvrir l'existence d'un culte de personnes très riches qui sont prêtes à dépenser des milliers et des milliers pour faire l'acquisition de beaux organes humains, que ce soit pour la revente, pour l'investissement ou encore pour la consommation personnelle. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal parce que c'est un personnage qui est vraiment détestable au possible. Alors, d'un côté c'est fait exprès, je suis d'accord, on nous présente le personnage comme étant hyper misogyne, il est persuadé que tout est de la faute des femmes, que s'il ne réussit pas quelque chose, c'est à cause des femmes, que les femmes sont contre les hommes, que c'est à cause de la culture woke, etc. Vraiment le vrai discours de mascu en puissance. Mais je pense qu'on peut réussir à écrire un personnage qui soit détestable, mais qui malgré tout ait cette toute petite touche qui fait que le spectateur va s'attacher à lui. Parce qu'on aime aussi parfois en tant que spectateur apprécier un personnage qui est exécrable, un personnage qui est détestable. On aime aimer les méchants, ça arrive. Mais parce que voilà, il y a cette petite subtilité d'écriture qui fait que malgré tous ses défauts, il y a un truc qui fait que ça marche et qu'au fond on l'aime bien. Sauf qu'ici c'est pas du tout le cas avec le personnage de Toby, il n'y a absolument rien qui fait qu'on s'attache à lui. De n'importe quelle façon, c'est impossible d'apprécier ce personnage. Ce qui fait qu'on n'a aucun attachement à lui et que tout au long de l'épisode, eh bien, on se fout de ce qui lui arrive et on n'a qu'une seule hâte, c'est qu'il se fasse ouvrir pour enfin découvrir quel organe mystérieux il a à l'intérieur de lui. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, à aucun moment on a peur pour lui, même quand il va dans la réunion qui se retrouve en plein milieu du culte de revente d'organes. On n'a pas peur qu'il se fasse attraper, on a presque envie qu'il se fasse attraper. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que, voilà, pour moi, il manquait un petit peu quelque chose dans cet épisode-là. Par contre, la thématique, je la trouve assez chouette, assez intéressante. Alors, forcément, ça m'a fait penser au dernier film de David Cronenberg, Les Crimes du futur, dans lequel il y a justement cette thématique-là des organes synthétiques, de l'humain qui est obligé de créer de nouveaux organes pour pouvoir s'adapter à son nouvel environnement, au monde extérieur, à la pollution, à l'environnement, etc. Ça m'a forcément fait penser à ça.
Mais voilà, ici, on nous parle plutôt d'un organe synthétique qui est là pour améliorer la qualité de vie du greffé. Non pas parce que c'est un organe vital ou quelque chose dont on a besoin, mais c'est vraiment un petit truc en plus. Voilà, c'est un organe qui va permettre au porteur d'avoir une qualité de vie vraiment meilleure, d'être au top de sa santé physique, psychique, d'être au top de sa beauté, de ses performances sexuelles, etc. Donc c'est vraiment un organe de qualité que les gens s'arrachent. J'ai trouvé l'idée assez sympathique. Mais vraiment, il y a trop de défauts. Je trouve que l'épisode, il est un petit peu faible par rapport aux autres en termes d'écriture. Au niveau du scénario, je trouve qu'il y a pas mal de facilité. Notamment, l'entourage de Toby paraît assez rapidement suspect. Je pense notamment aux 2 enquêteurs de police qui, dès le début, on sent qu'ils font partie du culte et qui vont jamais l'aider. Au contraire, qui vont tout faire pour le mettre dedans. L'épisode était pas super subtil au niveau de l'écriture. Et en plus de ça, il y avait un petit côté déjà vu par rapport à la saison 2 et à l'épisode Facelift, où il y avait déjà toute une histoire comme ça de culte de personnes riches, un culte autour de la beauté, de la jeunesse, de la santé physique, etc. Donc je trouvais que c'était un petit peu redondant, mais même si voilà, l'épisode, je trouve qu'il a des faiblesses, qu'il n'est pas super bien abouti ni quoi que ce soit, malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment en le regardant parce que j'avais hâte de savoir ce qui allait arriver à ce personnage, j'avais hâte de savoir comment ça allait se terminer et de savoir ce qu'il avait à l'intérieur. Même si j'ai eu une toute petite pointe de déception parce qu'en fait, je m'attendais à autre chose comme organe. En fait, comme on nous a présenté un personnage qui est hyper misogyne, je me suis dit, l'organe qu'il a à l'intérieur, c'est peut-être un organe féminin, peut-être pas forcément un utérus, hein, parce que ça aurait été peut-être un peu trop cliché, mais je pensais vraiment que ça allait être quelque chose par rapport aux femmes qu'on lui avait greffé. Donc voilà, c'est vrai que je m'attendais un peu à autre chose comme explication, mais malgré tout, voilà, c'est un épisode en demi-teinte parce qu'il n'est pas très bon, mais en même temps, j'ai quand même passé un bon moment en le regardant. Pour ce qui est du casting, encore une fois, que des nouveaux, on n'avait jamais vu personne dans l'univers American Horror. L'acteur principal, Raúl Castillo, ma foi, incarne bien son personnage de Toby, j'ai pas grand chose à lui reprocher. J'ai apprécié la présence de l'actrice Emily Browning parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'on la voit pas assez souvent comme actrice. On l'avait vu, le rôle phare un peu, c'était celui de Baby Doll dans Sucker Punch. Je suis plus sûre du nom du personnage. Sucker Punch de Zack Snyder, mais également dans la série American Gods, qui est une série que j'adorais et voilà, j'étais hyper contente de la retrouver ici. Pour ce qui est du générique d'introduction, malheureusement, il m'a pas du tout plu. Alors, l'idée est sympa en soi, mais j'étais un peu déçue du fait que ça soit que des images numériques. Je trouve que ça lui fait perdre énormément de charme et que le générique aurait été beaucoup plus beau et beaucoup plus accrocheur si ça avait été de vraies images. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux, donc vraiment, je pense que c'est peut-être un des pires génériques de tout l'univers American Horror. Si je devais donner un avis global sur ces 4 premiers épisodes de la saison 3 d'American Horror Stories, je dirais que dans l'ensemble, c'est un bon démarrage de saison, voire même le meilleur démarrage de saison, parce que j'ai pas souvenir que dans les 2 précédentes saisons, les 4 premiers épisodes étaient aussi bons. Comme je vous le disais, même si le 4e épisode, je ne l'ai pas spécialement apprécié, je ne l'ai pas trouvé nul pour autant. C'est juste que je l'ai moins aimé que les autres, mais il n'est pas mauvais. Alors que dans les saisons précédentes, il y avait des épisodes qui étaient vraiment mauvais. Ici, pour le moment, c'est pas le cas. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage pour le moment, c'est que j'ai la sensation qu'on s'éloigne de plus en plus de l'esprit d'American Horror Story. Alors certes, c'est une série spin-off, donc c'est une série qui est indépendante de la série principale, mais malgré tout, on a la marque American Horror, et pour moi, ça devrait rester dans un esprit qui est un petit peu plus similaire. Ici, comme je vous ai dit, il y a des vibes un petit peu Black Mirror, mais également un esprit un peu des contes de la crypte, je trouve. Alors, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, hein, parce que Black Mirror, comme je vous l'ai dit, c'est une série que j'adore. Et les contes de la crypte, j'ai grandi avec, vraiment ça fait partie de mon bagage culturel depuis très très longtemps, j'adore ça. Mais là, quand je regarde Stories,
j'ai envie de regarder quelque chose qui me fasse quand même penser à American Horror Story et je trouve qu'on s'en éloigne vraiment. En plus, au niveau du casting, sur 4 épisodes, on a 2 acteurs qu'on avait déjà vus dans la série principale et en plus c'est 2 seconds rôles dans Story. On n'a pas de référence aux premières saisons, on n'a pas de clin d'œil non plus à la série principale. Donc maintenant, à voir pour les 5 prochains épisodes, parce qu'il y a 9 épisodes au total pour cette saison 3. À voir ce qu'on nous réserve pour la suite. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, est-ce qu'ils vont faire, comme pour les saisons précédentes, au moins un épisode qui sont en lien direct avec une saison originale d'American Horror Story ou pas? C'est quelque chose que j'aimerais énormément. Alors, autant dans la saison 1, c'était trop parce qu'il y avait 3 épisodes qui étaient en lien avec Murder House et c'était beaucoup trop, surtout pour ce qu'ils en ont fait. Mais par exemple, dans la saison 2, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un épisode entier qui soit connecté à une saison d'American Horror Story. C'est fait de façon subtile. Hop, on a un personnage qui fait la connexion entre les deux. Et c'est suffisant. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est juste un gros clin d'œil comme ça pour qu'on se dise « Ah oui, c'était dans telle saison ». C'est quelque chose que j'adore, vous savez, les connexions et les liens entre les saisons, donc ça me ferait très plaisir. S'ils le font, je suis curieuse de savoir quelle saison sera choisie pour avoir une connexion avec cette saison 3. Donc voilà, vraiment, je suis assez impatiente, assez curieuse de voir la suite de cette saison 3. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé. Je ne sais pas non plus si les épisodes seront diffusés de façon hebdomadaire, comme c'était le cas pour les 2 saisons précédentes, ou si ça sera diffusé d'un bloc, comme ça a été le cas pour cette première partie. Ce que je ne pense pas, parce que là, on nous a donné 4 épisodes d'un coup. C'était pour un événement spécial Halloween sur la chaîne de diffusion originale aux États-Unis. Donc, à mon avis, on aura un épisode par semaine, à voir comment ils choisissent de nous diffuser ça. Mais en tout cas, vivement la suite. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce début de saison 3 d'American Horror Stories. Dites-moi quel a été votre épisode préféré. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Salut!